Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, cortège diplomatique au Royaume-Uni. Le sommet du Commonwealth s'est poursuivi ce vendredi à Londres. 53 pays sont représentés, parmi eux 18 États d'Afrique. Le Commonwealth, une organisation qui rassemble en majorité les anciennes colonies britanniques, mais de nombreux pays s'y sont progressivement agrégés ces dernières années. Mais à quoi sert le Commonwealth près de 70 ans après sa création? Quelle pertinence pour les pays africains à siéger au sein de cette organisation? C'est la question au cœur de notre premier débat. Et dans la deuxième partie de cette émission, le secteur minier rwandais en plein développement. Il est aujourd'hui le deuxième pilier de l'économie rwandaise, mais cet essor se heurte à l'absence d'une véritable industrie de transformation. En République démocratique du Congo, les autorités décidées à remettre de l'ordre sur ces routes. Les grandes artères de la capitale Kinshasa, c'est désormais contrôle renforcé et vignette obligatoire. Et pour débattre de cette actualité avec moi sur ce plateau, Monsieur Sega Goundiam, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes chercheur et consultant en management. Merci à vous d'avoir répondu présent ce soir. Avec moi également Gracia Rukindi-Kiza. Bonsoir. Bonsoir Zara. Bonsoir à tous. Donc Gracia Rukindi-Kiza, éditorialiste d'Africa 24. Place à l'actualité politique. La réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth s'est poursuivie ce vendredi à Londres. Thématique de cette année, vers un futur commun, une charte contre la pollution des océans, une déclaration contre la criminalité en ligne et plusieurs accords commerciaux sont attendus à l'issue de cette rencontre à laquelle participe notamment le Kenya, l'un des États membres de l'organisation. Le président Uhuru Kenyatta est donc sur place. Voyez ce reportage de Nathalie Mou. Le président Uhuru Kenyatta effectue une visite de 5 jours en Grande-Bretagne à l'occasion du sommet du Commonwealth. Lors de son discours à la Chatham House, le chef d'État kényan a présenté les priorités de son pays pour une croissance inclusive. Dans son propos, le président Kenyatta a fait l'éloge de la lutte antiterroriste comme gage de progrès pour tous les pays du Commonwealth. Nous pouvons faire plus pour combattre l'idéologie des terroristes, en les privant de leur légitimité et de leur pertinence. Nous pouvons travailler ensemble pour renforcer les initiatives visant à empêcher le recrutement dans le terrorisme, à désengager et réhabiliter plus efficacement les combattants terroristes. Les enjeux économiques sont un autre axe majeur de la présence du Kenya à cette réunion du Commonwealth. En marge du sommet, Uhuru Kenyatta rencontre des partenaires financiers historiques et potentiels de son pays. Présentant les atouts de son pays, le président kényan espère encourager les investissements des magnats de la finance. Les secteurs dans lesquels il y a des potentialités, je vous parlerai d'abord du secteur agricole. Et puis évidemment, un secteur dont on ne parle pas souvent beaucoup, c'est le secteur de la sécurité. Le sommet du Commonwealth en cours va se dérouler jusqu'au 20 avril lors de la réunion des chefs d'État et de gouvernement au château de Windsor. Cette rencontre est une biennale où se débattent les questions importantes du Commonwealth à travers le monde. Alors, sur le plan des échanges commerciaux, bien que l'organisation regroupe des économies extrêmement importantes telles que l'Inde, l'Australie, le Canada, l'Afrique du Sud ou encore le Nigeria, seulement 8,9% des exportations britanniques ont été dirigées vers les 53 pays que compte l'organisation. Et ça, c'était en 2015. Alors, les échanges ne sont pas véritablement intéressants, hein, on peut le dire, au sein de cette organisation. Quel intérêt, quelle pertinence pour ces pays africains à se maintenir à l'intérieur du Commonwealth? C'est peut-être ça le paradoxe. Je crois qu'il y a un intérêt pour le Royaume-Uni qui, quittant l'Union européenne, cherche une bouée de sauvetage. C'est donc un second choix. Ensuite, quand on regarde les pays qui composent le Commonwealth, on voit qu'il y a des problématiques, c'est ce que vous avez dit, très différentes. Et il y a des émergents, comme l'Inde. Il y a des très stabilisés, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et il y a les pays africains qui sont là. D'ailleurs, on le voit dans le discours de Kenyatta. Alors, si ça s'adresse à des investisseurs, ça a du sens, mais au sommet du Commonwealth, mêler terrorisme, donc sécurité et business,
Enfin, à ma connaissance, ça n'a jamais été la vocation du Commonwealth et ils ne se sont jamais distingués dans ce domaine-là. En plus, ils s'étaient endormis depuis quelques années. Alors, effectivement, depuis 1973, on peut le dire véritablement, Gracia Rukindikisa, tous les États n'ont pas la même politique, n'ont pas les mêmes objectifs. Donc, comment ça peut fonctionner? Pourquoi l'Afrique est encore dedans? Oui, l'Afrique est encore dedans parce qu'il y a un avantage, il y a plusieurs avantages. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que quand on a créé le Commonwealth, c'était pour des raisons plus économiques qu'autre chose. Mais, disons, les économies ont évolué différemment, surtout avec les économies africaines. Mais il y a toujours ce regard, c'est que les pays qui sont dans le Commonwealth exportent plus vers Londres, vers d'autres pays anglophones, parce que c'est un ensemble. Il y a le Canada, il y a l'Australie. Et en même temps, il faut savoir qu'il y a des pays, le Canada, l'Australie, d'autres qui dépendent de la reine d'Angleterre. Cela veut dire que ça fait un ensemble, même si les pays africains ne sont pas ne dépendent pas de la reine d'Angleterre, bénéficient en quelque sorte d'une certaine protection. On peut parler par exemple des services de renseignement, une certaine orientation, disons, diplomatique. Ça se fait communément, ça se fait ensemble, ces pays en profitent et l'Angleterre aussi en profite parce qu'il y a une zone d'influence. Mais pour les francophones, c'est difficile à comprendre parce que ça ne fonctionne pas comme chez les Français qui agissent et qui veulent entrer, qui veulent mettre la main dans la politique des pays africains, alors que les Anglais, ils laissent faire. C'est pour ça que mais quels avantages pour les pays africains dans tout ça? Les pays africains ont l'avantage, notamment au niveau académique. Il y a beaucoup d'étudiants qui vont en Angleterre. Il y a aussi, on a besoin de regarder vers métropole, un pays. Vous savez, les pays africains, ils ont toujours un pays d'atterrissage. Bon, un pays, les dirigeants ou les autres, un pays d'atterrissage. Il y a les pays africains, les francophones qui vont en France et les anglophones qui vont à Londres pour se faire soigner. Ou pour, ils ont cherché des compétences, les pays anglophones. Par exemple, le Kenya va chercher des compétences à Londres, même un pays qui est nouvellement, comme le Rwanda. À un certain moment, le président Kagame avait des conseillers qui venaient directement de la City, des Anglais. Donc, il y a une sorte d'échange, mais ils n'aiment pas les Anglais. Vous voyez comment ils sont. Ils n'aiment pas la publicité. Ils n'aiment pas que ça soit connu, que ça soit parlé comme... Ils ne sont pas comme les francophones. C'est surtout l'avantage et les Africains en profitent et l'Angleterre aussi. Sega Goundiam, vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord. Jusqu'à un certain point, oui, mais au-delà, non. Je pense que la différence entre, je ne comparerai pas les systèmes francophones, franco-africains, enfin, etc., avec les systèmes... Le Royaume-Uni est un pays fondamentalement libéral, fondamentalement commercial. Le Commonwealth, avant l'Empire britannique, était basé sur le commerce. C'est ce qu'ils poursuivent, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. La City, les gens ne vont pas... Le Rwanda n'est pas allé à la City parce que c'est en Angleterre. C'est parce que c'est une des places les plus importantes, une des deux places les plus importantes financièrement au monde. Mais quand on regarde bien, en dehors de la proximité linguistique, les pays anglophones d'Afrique se tournent, en termes de business, en termes d'échange, énormément vers les États-Unis d'Amérique, qui n'est pas une ancienne puissance coloniale. Donc il y a la proximité linguistique qui joue, je termine juste là-dessus, qui joue, mais fondamentalement, les Anglais ne peuvent pas avoir la même démarche. La France a une démarche centralisatrice, même en interne, a fortiori à l'étranger, directive. L'Angleterre, nonobstant le rôle de la reine d'Angleterre comme chef d'État pour un certain nombre de grands pays anglophones du Commonwealth, nonobstant ça, les Anglais n'ont jamais été dirigistes. Je dirais que c'est plus les entreprises qui travaillent que le gouvernement. Oui, en fait, les pays anglophones africains se tournent justement vers les États-Unis. Tant mieux, c'est un grand marché. Ouais. Tout le monde, même les Anglais, veulent se tourner vers ce grand marché. Et puis, en même temps, c'est que quand on vend, par exemple, il y a les Agora, il y a autre chose, il y a autre système. C'est plus facile de vendre aux États-Unis que, bien sûr, qu'en Angleterre. Parce qu'en Angleterre, il y a aussi beaucoup de barrières. Ça dépendait avant de l'Union africaine. C'était l'Union africaine. Oui. Pour vendre, par exemple, des bananes de l'Afrique, les pays africains se heurtent aux règles qui favorisent, par exemple, les bananes qui viennent des Antilles. Donc, ce qui fait qu'on ne sait pas ce qui va se passer avec la sortie de l'Angleterre.
de l'Union africaine, de l'Union européenne. Est-ce que éventuellement ça va augmenter, ça va améliorer les échanges avec les Africains? On ne sait pas. Les Anglais y ont intérêt et ils savent où sont leurs intérêts. Ce que je crains, c'est qu'ils se servent de nos États, d'autres États aussi. Mais pour rattraper ce qui a été perdu avec l'Union européenne. Alors en effet, 2019, c'est donc le Brexit. Est-ce qu'on peut penser que des pays comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, donc véritablement des géants d'un point de vue économique sur le continent africain, peuvent, en tout cas, sont en mesure de renégocier des nouveaux contrats avec le Royaume-Uni? On peut l'envisager, ça, hein? Oui, oui, tout ça dépend de nous. Et en fait, quand on n'est pas exigeant, on n'a rien. Et quand on cherche à profiter de la faiblesse potentielle du partenaire, je n'ai pas dit adversaire, vous avez remarqué, quand on cherche à profiter de la faiblesse potentielle ou de la faiblesse conjoncturelle du partenaire, c'est de bonne politique. Et il y a effectivement quelque chose à jouer. Les Anglais, ils ne vont pas perdre toute la City, hein, ils vont perdre une partie de la City par rapport à la continentalité et pour avoir des marchés d'Europe continentale, mais la City peut continuer à servir outre-mer. Il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. Donc il y a une carte à jouer de ce point de vue-là. Il y a également une carte à jouer dans la mesure où les exportations, tout dépend comment sera négocié le Brexit, si c'est le hard Brexit ou pas. Si le Brexit induit des barrières douanières relativement fortes et élevées de part et d'autre entre le Royaume-Uni et l'Europe continentale, il est évident que les Anglais seront obligés de se tourner vers d'autres marchés pour l'exportation comme pour l'importation. À ce moment-là, il y a une carte à jouer. Gratien. Ah oui, je suis convaincu qu'avec le Brexit, l'Angleterre sera obligée de se tourner vers l'Afrique parce que l'Angleterre se tournait plus vers l'Europe. Déjà, c'était un mariage compliqué avec des difficultés, beaucoup de problèmes, ce qui fait que ça ne laissait pas vraiment une ouverture aux Anglais de se tourner, de se focaliser sur l'Afrique. Et cette fois-ci, je pense que les Anglais vont comprendre qu'ils ont délaissé un grand marché et qu'éventuellement qu'ils sont en train d'être dévancés par les Chinois, les Russes, les Indiens. Et cette fois-ci, ils vont revenir à la course parce qu'il faudra survivre. Il y a l'Allemagne qui va essayer de prospérer et récupérer une bonne partie de ce qui allait vers l'Angleterre, de certains marchés. C'est plutôt l'Allemagne et la France un tout petit peu, mais l'Angleterre devra essayer de garder l'équilibre avec beaucoup de pays européens, notamment la France et l'Allemagne. De cette fois-ci, les Anglais auront besoin de l'Afrique du Sud, du Nigeria, du Kenya, de la Tanzanie, de plusieurs pays. Mais alors, est-ce que ces pays sont, en tout cas, montrent des signes, en tout cas une volonté de défendre leurs intérêts? Puisque c'est ça aussi la grande question pour l'Afrique. Ces pays, en fait, les pays qui ont été colonisés par les Anglais sont des pays qui savent bien vraiment se défendre au niveau économique, surtout au niveau économique. Quand il s'agit de leurs intérêts, ils évaluent bien s'ils ont leurs intérêts parce que la politique n'influence pas. Du moment où on fait l'économie, on scinde l'économie et la politique, on peut défendre les intérêts. Le problème, c'est que quand on mélange la politique et les intérêts économiques, on ne peut pas négocier, on est déjà... disons, on a déjà une corde au cou comme certains pays de l'Afrique, que je ne vais pas nommer. Sega Gundiam. Je suis tout à fait d'accord, ou quasiment. Je vais juste compléter. Je suis d'accord avec ce qu'il dit, ce que vous dites. Ce que je veux ajouter, c'est que les pays anglophones, ex-colonies anglaises, sont très pointus en matière de business et en matière commerciale. Cependant, la question qui se pose, y compris pour ces pays, c'est le distinguo, la différenciation entre les intérêts de l'État, du pays, et les intérêts privés. Et là c'est là qu'il y a le petit bémol. Il y a des gens qui tireront leur épingle du jeu, mais c'est peut-être profitable pour le pays. Mais là, il y a autre chose. Là, il y a l'avantage de plusieurs pays anglophones de l'Afrique, notamment qui ont une justice et qui est très bien indépendante par rapport, plus indépendante que d'autres, ce qui fait qu'il y a le gardien, disons, contre la corruption. Certains pays, pas tous. Mais pas les deux plus grands. Non, je ne parle pas de ni le Nigeria, ni l'Afrique du Sud, ni la Tanzanie. On s'est entendu. Donc la possibilité pour que ces pays finalement contribuent à redonner un second souffle à ce Commonwealth. Ils ont une très belle opportunité. S'ils n'en profitent pas, ce serait une faute. Gratien? Oui, justement, je suis d'accord avec lui. C'est une façon, oui, justement, il faudra que ces pays aussi réfléchissent, non pas avec l'Angleterre, mais aussi entre eux. Exactement. Parce que le pays par exemple, le Kenya ne fait pas beaucoup de commerce avec le Nigeria. Le Kenya et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud ne se tourne pas vers les pays francophones. L'Afrique du Sud se tourne vers l'extérieur de l'Afrique. Et c'est une grande perte pour l'économie sud-africaine. Et aussi, si ces pays, déjà, il y avait beaucoup d'échanges entre eux, il y aurait aussi d'autres échanges avec d'autres pays qui seraient influencés. Oui, tout à fait. Alors peut-être une dernière question, le fait que le Commonwealth soit finalement
l'enfant de la décolonisation, si j'ose dire? Est-ce que voilà, le fait que ces pays africains sont toujours dedans, quelle lecture vous en faites, vous? Bon, c'est pas une mauvaise chose, c'est de l'histoire, c'est de l'histoire. En plus, les Anglais, ils ont vraiment accompagné la décolonisation. C'est pas comme certains pays qui ont décolonisé avec la guerre, notamment le Portugal. Donc, il y a eu un accompagnement, il y a eu une suite, il y a eu beaucoup d'investissements à un certain moment dès le départ. C'est quelque chose qu'on garde, on garde des liens. L'Angleterre garde des liens avec les États-Unis. Il y a toujours de bonnes relations, la France avec le Canada, le Québec. Donc, on ne peut pas parler de l'histoire. L'histoire n'influence pas, du moins, on les gère bien. Sega Goundiam. Je vais faire très court. Je pense que c'est un passé qu'il faut assumer. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas qu'on en fasse un complexe. Il n'y a aucune raison d'en faire un complexe. Dès lors qu'on traite à égalité, que ça s'appelle Commonwealth ou machin, que ce soit issu de trucs ou de machin, ça n'a pas d'importance. Et le fait que de nombreux pays africains, pas qu'africains d'ailleurs, mais puisqu'on parle de l'Afrique, on va s'en tenir aux pays du continent, Madagascar, Algérie, le Soudan, même le Togo cherchent à intégrer le Commonwealth. Ah ouais, c'est parce qu'en fait, ils voient bien qu'au sein du Commonwealth, il y a des rapports d'égalité et aussi il y a beaucoup de choses à, disons, à retirer. Il y a une certaine solidarité des pays. Je pense que les pays cherchent plus la solidarité, plus les échanges au niveau diplomatique, les échanges académiques et culturels, plus que dans d'autres structures. On voit bien que les entrées au sein du Commonwealth sont vraiment très importantes par rapport à d'autres. Il suffit de regarder la communauté francophone, est-ce qu'il y a la francophonie? Combien de pays entrent dans la francophonie? Certains entrent, il y a des anglophones qui entrent. Mais juste vraiment pour regarder par curiosité qu'est-ce qui se passe, tout en sachant qu'il n'y a pas beaucoup de choses à y retirer. Par contre, au niveau du Commonwealth, il y a une volonté d'y entrer, aussi une volonté de participer dans l'action. Sega Goundiam. Je dirais juste une chose, regardez la géographie, les voisins de ces pays qui cherchent à rentrer au Commonwealth, ça explique beaucoup de choses. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces précisions. On va marquer une courte pause. Restez avec nous, à tout de suite.